Dans la France d'aujourd'hui, le défi du moment consiste à dénombrer le nombre de spécimens mâles présentés au musée d'histoire naturelle pour savoir si la zoologie ne serait pas sexiste. Pendant que nous nous penchons avec émotion sur les animaux préhistoriques et une zoologie peut-être sexiste, le président Poutine, de son côté, déploie un jeu diplomatique d'une qualité rare, contrastant avec la pusillanimité ou les hésitations des autres puissances. Ainsi, Donald Trump a fait le choix d'abandonner les anciens alliés kurdes pour laisser la voie libre aux Turcs. Ce retour à l'isolationnisme a été particulièrement mal perçu à l'étranger comme aux États-Unis, où cette décision a suscité de violentes critiques, y compris au sein de la majorité républicaine. Avec ce choix, il a mis à mal le leadership militaire et moral des États-Unis. De son côté, Macronus Maximus a tenté une gesticulation médiatique qui n'a évidemment produit aucun effet. Les grandes capitales mondiales ont tendance à pouffer de rire quand la France roule des mécaniques alors qu'elle va si mal. La géopolitique ayant horreur du vide, Vladimir Poutine a compris, lui, que la Russie avait tout à gagner à se poser comme l'arbitre incontournable de la zone et agit en ce sens depuis des années. Le résultat de son action est exceptionnel. Il est désormais le protecteur ou l'allié de tous les pays du Moyen-Orient, alors que ceux-ci sont en général complètement opposés les uns contre les autres. Il poursuit méthodiquement l'organisation de ces alliances en investissant l'Afrique avec une intelligence consommée. Il tisse des liens étroits avec la Chine, puissance désormais incontournable. Il apparaît aux yeux de tous les observateurs attentifs comme celui qui a remis son pays au cœur des relations internationales et qui est désormais incontournable sur l'échiquier mondial. Même le Nouvel Observateur, journal de gauche s'il en est, vient de reconnaître les immenses mérites du président russe. Poutine a les coudées d'autant plus franches qu'il n'a aucune concurrence à attendre du côté de la consternante Union européenne. La force du président russe réside dans sa capacité à agir et à trancher, mais aussi à imposer une vision renouvelée de ce que doit être une grande puissance, là où l'Europe, selon les termes d'Alexandre Orlov, ancien ambassadeur de Russie en France, ne fait plus rêver. C'est le moins que l'on puisse dire. Poutine défend les intérêts primaires et stratégiques de son pays, mais mène aussi un véritable combat spirituel, attaquer sans concession l'ennemi qu'est l'État islamique, redonner à son pays des racines chrétiennes en opposition à une Europe toujours davantage gangrénée par l'islam et le matérialisme. Par exemple, pour le Kidam qui se promène aujourd'hui dans les rues de Moscou, la présence de femmes voilées ne fera pas du tout le même effet qu'à Paris ou à Bruxelles, car le pouvoir russe n'a à leur égard ni fascination ni complaisance. Trump avait pris comme slogan de campagne « Make America Great Again », rendre l'Amérique vraiment forte. Poutine n'a pas eu de ces effets de manche, mais il travaille avec détermination et constance depuis 20 ans à rendre à la Russie sa fierté et sa grandeur. Poutine est en train d'entrer dans la grande histoire quand nos dirigeants européens, s'évertuant à faire sortir de l'histoire l'Ouest européen, disparaîtront bientôt de toute mémoire historique. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Julien Audoul a osé critiquer une mère de famille arborant un voile en pleine séance du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté à l'occasion d'une sortie scolaire. Ça alors! Allah merci, une manifestation parisienne a été organisée pour prendre la défense de la mère de famille. Une militante enturbanée a brandi un panneau militant « Française, musulmane et voilée, si je vous dérange, je vous invite à quitter mon pays ». Au fait, où se tient-elle cette manifestation ?
À Tunis, Istanbul, Rabat, Téhéran, Jakarta. Mais point du tout, tourloutou, chapeau pointu. Pas du tout. Elle se tient à Paris, au pied de la statue de la place de la République. C'est fort de café turc, comme on dit dans le 20e arrondissement de Paris. Écoutons ce que dit cette brave dame. Que dit-elle ? Si jamais notre cœur ne bondit pas d'allégresse à la vue d'un hijab, si notre âme n'exulte pas de joie en contemplant un niqab, eh bien, nous n'avons qu'à partir. Nous faisons nos valises et raoust à nous de quitter la France. Madame est chez elle et nous incite à partir. Madame se sent tellement comme chez elle que maintenant, c'est nous qui la dérangeons visiblement. Nous lui sommes tout à fait reconnaissants de nous inviter à quitter son pays. Enfin, le nôtre, mais qui n'est plus le nôtre, mais qui est devenu le sien manifestement. On nous invite. C'est trop aimable vraiment. Quelle politesse, quelle courtoisie. C'est peut-être le signe d'une intégration réussie. En 1962, le choix qui était proposé aux Français d'Algérie par les ancêtres de cette dame était la valise ou le cercueil. C'était plus hard. Aujourd'hui, en 2019, les manières sont plus civilisées. Madame nous invite à partir. Le petit problème est que nous sommes encore chez nous, que nous n'avons aucune intention de partir et que les 3/4 des Français sont désormais opposés au port du voile. Il faut que cette manifestante voilée le comprenne. Les Français ne se laisseront pas éternellement déranger par le voile, terriblement dérangeant. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Le président Pompidou, interrogé en son temps par des journalistes, s'était vu poser la question suivante. Quel jugement portez-vous sur ceux qui se disent intellectuels aujourd'hui ? Pompidou, dans une de ses formules magistrales dont il avait le secret, avait répondu « Voici venu le temps des conosophes ». Petite précision, qu'est-ce que la conosophie ? La conosophie est la science de la connerie, pardonnez ma vulgarité. Ainsi, un conosophe est un spécialiste reconnu de la connerie, pardonnez ma vulgarité. Si le président Pompidou vivait encore aujourd'hui, il est probable qu'il s'accrocherait une grosse pierre autour du cou et se jetterait dans la Seine du haut du pont de l'Alma. Car la crétinitude actuelle des élites politico-médiatiques prend des proportions telles qu'il ne le supporterait sans doute pas. Illustrons notre propos par 4 exemples pris parmi des milliards de possibilités. Premier exemple, la déclaration du maire de Saint-Étienne, appartenant au parti Les Républicains, qui n'en rate décidément pas une. Notre bon maire déclare tout de go que le terrorisme islamique est le même que le terrorisme jambon-beurre-pinard. Mais c'est une évidence, enfin. Par cette déclaration, qui ne mérite aucune analyse tant elle est conosophique, le maire de Saint-Étienne, du parti Les Républicains, a porté la conosophie à un niveau stratosphérique, difficilement imaginable. La formule magique du grand Audiard, à savoir « les CONS, ça ose tout et c'est à cela qu'on les reconnaît », est pulvérisée. Nous sommes dans la conosophie à l'état le plus pur. Second exemple, le soutien fracassant de Marlène Schiappa à une déclaration fracassante d'un conosophe assumé qui déclara récemment que les manifestants anti-PMA n'étaient que de la sous-MERDE. Mais c'est une évidence, enfin. Là, Marlène a fait vraiment très fort. Nous atteignons ici le niveau de la conosophie absolue et même intersidérale. Nul doute n'est possible, si tous les conosophes volaient, la Marlène serait chef d'escadrille. Troisième exemple, les débats à l'Assemblée nationale sur la PMA pour toutes.
Là, les parlementaires ont gagné la médaille d'or de la conosophie. Je résume en une seule phrase la qualité conosophique des débats. Si la grand-mère de Marcel avait été un homme, mais avait changé de sexe, puis fait une PMA avec sa voisine, donnant naissance à un bébé vendu sur catalogue, le produit de la vente permettant d'acheter un petit Thaïlandais qui choisirait son sexe dans 7 ans, 3 mois, 2 semaines et 11 secondes, il y aurait eu alors égalité des sexes sans parentalité patriarcale. Nous touchons ici à la poésie conosophique, dans ce qu'elle a de plus sublime. Les parlementaires ont hissé la crétinitude à un niveau surhumain, quasiment animalier. Dernier exemple, la position de Manu sur le voile islamique et sa formule d'une conosophie éblouissante, le voile dans l'espace public n'est pas son problème, mais le voile dans les services publics est son problème. Là, nous frisons la conosophie irradiante. Manu, je vais essayer de t'expliquer. Fais un effort pour comprendre, s'il te plaît, tu es quand même président de la République. Non, en fait, je ne vais pas essayer de t'expliquer, j'ai trop peur que tu ne comprennes rien. Quoi qu'il en soit, et en dehors de ces exemples choisis de conosophie galopante, il semble que les limites de la crétinitude soient sans cesse repoussées. Mais il y a un petit signe d'espoir. Les Français en sont de plus en plus conscients et affichent un mépris croissant pour le système politico-médiatique conosophiquement crétin. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Du côté du Vatican, la mode est à la jungle. Le pape François troquerait bien volontiers son aube blanche pour un pagne d'Indien et les bords du Tibre pour ceux de l'Amazone. Au cours des dernières semaines, s'est tenu à Rome le synode pour l'Amazonie, sorte de grand laboratoire un peu fourre-tout pour réfléchir sur les spiritualités indigènes et la réforme de l'Église, la réforme indigène et les spiritualités de l'Église, l'Église indigène et les spiritualités de la réforme, bref, on ne sait plus trop quoi au juste. Le pape François, nous le savons, aime bien le mélange des genres. On aura eu droit à des cérémonies à la terre-mère dans les jardins du Vatican, à un pacte des catacombes recyclant la théologie de la libération, à une procession destinée à promener des figurines indiennes de femmes enceintes, sorte d'icônes à la gloire de la fécondité de Dame Nature, pour finir par les exposer dans l'église Santa Maria Traspontina. Disons-le tout de go, certaines statues représentant des divinités païennes incas, il fallait donc les honorer, voire même les prier. Quelques pères synodaux ont cru bon pour l'occasion de se faire photographier dans une manifestation devant le Saint-Office à côté d'une bannière arborant la photo d'une indigène allaitant un petit cochon sauvage. Quelle harmonie entre la femme et la nature. Vilain petit cochon lubrique, va, si je te trappe, je te transforme en saucisson. Seulement voilà, ces expérimentations loufoques n'ont pas été du goût de tout le monde, ce qui peut se comprendre, semble-t-il. Du coup, quelques bonnes volontés, pas très Amazon-friendly, se sont glissés dans l'église Santa Maria, ont récupéré les idoles à la Pachamama, la terre-mère, qui n'avaient rien à faire là où elles sont, et les ont envoyés prendre un bon bain bien glacé dans le Tibre pour un grand retour à l'élément liquide fondateur de toute vie. Alors, le tocsin a résonné sur la planète Terre tout entière. Les forces de l'ordre ont récupéré les idoles païennes injustement noyées. Le pape François a demandé pardon. Tout est rentré dans l'ordre.
Ou plutôt, tout est rentré dans le désordre croissant provoqué par le Vatican pour ses positions peu compréhensibles en faveur de l'islam, religion de paix et d'amour, en faveur des migrations incontrôlées et incontrôlables, en faveur d'une écologie grotesque à la mode Greta Thunberg, en faveur de statues païennes, en faveur de tant d'autres choses si peu compréhensibles. Au train où vont les choses, l'on pourra bientôt considérer que ceux qui restent fidèles au Vatican ont l'étoffe des héros, ou des saints, ou des naïfs, au choix. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Je vais évoquer ce soir la triste histoire de Jean-Claude qui voulait payer ses impôts envers et contre tout. Jean-Claude voulait donc payer ses impôts. Cela mérite d'être souligné car le cas est assez rare. Jean-Claude était plein de bonne volonté, mais voilà que l'administration lui met des bâtons dans les roues. Si c'est pas malheureux tout ça. Voilà donc l'histoire de Jean-Claude, honnête contribuable jurassien, âgé de 80 ans et des poussières, qui se trouva fort dépourvu quand son avis d'imposition fut venu. Pas le moindre petit euro sur son compte au moment où le prélèvement automatique se présente. Quelques jours plus tard, alors qu'il est repassé dans le vert, notre honnête Jean-Claude s'empresse de régulariser la situation. Le hic, c'est que la régularisation, ça se fait exclusivement en ligne. Paiement digital, transaction numérique, lendemain qui chante. Sauf que Jean-Claude n'a pas d'ordinateur. Pourquoi faire un ordinateur? Il n'en a nul besoin. Veut pas le savoir, répond le fonctionnaire borné des impôts. La régularisation, c'est en ligne. Point barre, mon gars. Qu'à cela ne tienne. Jean-Claude décide d'expédier un chèque au trésor public. L'argent n'a pas d'odeur, pense-t-il. Eh bien non, ce serait trop simple. Jean-Claude a oublié que nous étions à l'heure du choc des simplifications, comme disent les énarques, et que donc son chèque ne peut être encaissé, car Jean-Claude doit d'abord régulariser sa situation en ligne. Qu'à cela ne tienne. Jean-Claude pourrait aller à Dole, à 35 km de là, pour plaider sa cause. Mais Jean-Claude n'a pas de voiture. Pourquoi faire une voiture? Il n'en a nul besoin. Jean-Claude ne sait toujours pas que le choc de simplification, ça passe par la consommation forcée de technologie. Pour être un bon citoyen, vous devez acheter un ordinateur fixe, un portable, une tablette ou un smartphone, plus une voiture. Et après ça, on pourra discuter. Au moins, ça permet de soutenir la consommation. Au secours, Greta Thunberg. Heureusement que Jean-Claude a pu compter sur le soutien de son maire, qui l'a pris dans sa voiture pour aller à Dole. Merci, monsieur le maire. Jean-Claude a donc finalement réussi à payer ses impôts, mais à quel prix? C'est à vous dégoûter d'avoir envie de payer vos impôts. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.